Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, merci messieurs les ministres. Je veux à mon tour, comme le président Claude Raynal, remercier le ministre de l'économie et des finances durables, puisque finalement il est un peu inoxydable depuis le premier gouvernement mis en place en 2017 à l'issue de l'élection du président de la République Emmanuel Macron. Et puis vous souhaitez, monsieur le ministre des Comptes publics, la bienvenue. Vous verrez, ici les débats sont toujours constructifs, apaisés. On n'est pas toujours d'accord et c'est heureux. Pour sortir, comme un certain nombre d'entre nous, d'une période intense de dialogue et de visite sur le terrain, il y a un monde entre une partie des propos que j'ai entendus par les deux ministres et la situation, en tous les cas, telle qu'elle est ressentie sur les territoires. Quelques éléments, très rapidement, deux éléments concernant les grands équilibres de ce PLF que je vois et qui nous interpellent. D'abord, le premier, il n'est pas neutre ni mince, surtout, c'est de constater qu'avec les transferts de TVA, le budget de l'État devient hypersensible, si je peux le dire ainsi, à la volatilité de l'impôt sur les sociétés, qui prend désormais une place essentielle dans ses ressources, ce qui, me semble-t-il, n'est ni souhaitable ni bon. Et puis, subrepticement, un deuxième sujet qui concerne l'évolution des emplois, puisque c'est près de 11 000 ETP supplémentaires qui me conduisent à interroger le gouvernement, et messieurs les ministres, vous interrogez sur la ligne du gouvernement. Y a-t-il une nouvelle ligne? Et pouvez-vous nous la définir en matière de fonction publique, puisque j'ai bien entendu qu'il y avait le président de la République avait renoncé à la suppression en fin de quinquennat de 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Quelle est aujourd'hui la trajectoire, si on peut la connaître, puisque, sauf erreur de ma part, elle n'a pas été non plus évoquée dans la prise de parole du président de la République dimanche soir dernier. Monsieur le ministre de l'économie, j'ai essayé de faire un peu comment dirais-je, de regarder un peu en arrière, et je vais vous le dire tout de suite, je suis assez frappé par votre souplesse, ce que j'appellerais la pratique du grand écart. D'un côté, vous présentez une image sérieuse, apôtre de la rigueur, pour ne pas dire parfois d'une forme d'austérité, souriante parfois, mais je constate en même temps que depuis 6 ans que vous êtes aux finances, jamais vous n'avez baissé la dépense publique, quoi que vous veniez de dire il y a quelques instants. Même en enlevant les mesures exceptionnelles, même en enlevant les mesures de crise, les dépenses publiques ont augmenté. Qu'on la calcule en valeur, qu'on la calcule en volume, la dépense augmente. Tous les jours, ou presque, des annonces de dépenses nouvelles de tel ou tel ministre, Premier ministre et parfois Président de la République, viennent charger la barque. Le projet de loi de finances 2024 prévoit encore une hausse de plus de 2%, pour être précis, de 2,2% des dépenses hors mesures exceptionnelles. Et je le redis, même en intégrant la disparition des dépenses exceptionnelles, dépenses d'urgence et de relance, les dépenses continuent d'augmenter. Je pense, monsieur le ministre, puisque vous l'avez dit vous-même, il faut être, comment dirais-je, plus précisément actif et peut-être que moins de déclarations interviennent, finissant par perdre l'opinion, les élus, avec le danger que ça présente, comme l'a dit à l'époque le président de la République, la finance magique, je dirais même les finances magiques, effectivement, ça n'existe pas. Donc, si je regarde, et vous venez de le dire il y a quelques instants, monsieur le ministre des Comptes publics, votre programmation
budgétaire jusqu'en 2027. Elle est en fait fondée sur une seule hypothèse, votre capacité à faire baisser la dépense publique, comme jusqu'à présent, aucun gouvernement n'est parvenu à le faire. Je dis bien, aucun gouvernement n'est jamais parvenu à faire ce que vous présentez dans votre trajectoire jusqu'à 2027. Et si j'osais dire, je me souviens des débats sur la LPFP de fin d'année dernière. Je pense que le sujet ne s'est pas arrangé. Alors, j'entends, vous vous abritez, si j'ose le dire, derrière la revue de dépenses, censée générer des dizaines de milliards d'euros d'économies. Mais finalement, quand on regarde la revue de dépenses que vous avez rendue au Parlement en juillet, je ne vois pas d'économie. Je ne vois pas d'économie. Quasiment toutes les missions budgétaires continuent d'être à la hausse. D'ailleurs, vous avez fait un florilège annonçant des plus un peu partout. La réalité, en fait, c'est l'absence quasi totale d'économie structurelle. Monsieur le ministre de l'économie, vous nous l'avez dit, dans le PLF que vous nous présentez. Et d'ailleurs, vous financez des mesures pérennes, malheureusement, grâce à la disparition des dispositifs exceptionnels, je redis, relance, urgence. La réalité, en fait, c'est que vous tentez, comme l'an dernier d'ailleurs, de renvoyer la balle, pour ne pas dire la responsabilité aux parlementaires. Messieurs les ministres, chacun doit être dans son rôle. On a un exécutif et un gouvernement qui doit assumer des choix, les proposer, et ensuite le Parlement, les deux assemblées viendront à se prononcer. Ce qui m'amène à vous poser une première question. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre des comptes publics, à quel moment allez-vous proposer une réduction de la dépense publique, ce que j'appellerais une meilleure gestion de nos finances publiques? Un deuxième sujet qui est plus ponctuel, la question du carburant, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Alors, je ne sais plus, vous avez beaucoup parlé de moquerie. Moi, je ne suis pas là pour me moquer. Je vais juste très rapidement essayer de rappeler les quelques déclarations toutes récentes du gouvernement, parce que j'ai eu un peu de mal à suivre. Alors, il y a d'abord eu la remise généralisée l'an passé, qui, sauf erreur de ma part, a coûté 8 milliards d'euros. Puis, il y a eu le chèque carburant. Puis, vous avez annoncé récemment, par la voix de la Première ministre, l'annonce de l'autorisation de la vente à perte qui devait faire l'objet d'un projet de loi, mais il semblerait qu'elle ait avorté moins d'une semaine après son lancement. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une aide ciblée, si j'ai bien retenu, de 100 euros pour des ménages modestes, 100 euros, pardon, pour l'année, oui, pardon, pour l'année, par ménage. Là encore, moi je vous pose la question, quel est l'objectif? Quels sont les montants que vous pensez qui seront consacrés et combien de foyers toucheront-ils? Enfin, pouvez-vous nous dire quel est le niveau de consommation des crédits effectifs relatifs à l'aide ciblée des gros rouleurs qui a été mise en œuvre en 2023? Combien y a-t-il eu de bénéficiaires? Puisque je rappelle pour nos collègues que 1 milliard d'euros avait été inscrit en crédit pour l'année 2023. Puisque je parlais carburant, je vais redire un mot, monsieur le ministre de l'économie, parce que c'est important et que je crois que nous ne sommes pas sortis du dispositif et des difficultés, notamment pour les entreprises, mais aussi pour les ménages, concernant le prix de l'énergie et même le prix de l'électricité, puisque pour les particuliers, vous avez dit que vous ne laisseriez pas ce prix augmenter de plus de 10% en février prochain, comme les hypothèses de la Commission de régulation de l'énergie le prévoient. Mais je le redis quand même, l'an passé, par une augmentation de 10% mise en œuvre en catimini au milieu de l'été, vous avez remis en cause l'engagement que vous y aviez pris initialement de plafonner l'augmentation à 15% sur l'année. Je vous pose une question. Peut-on vous croire dans l'annonce que vous faites pour 2024, puisque nous
où je souligne que vous n'avez pas tenu votre parole pour 2023. Et cet engagement est-il, à ce jour, compatible avec la fin du « quoi qu'il en coûte ». Enfin, une dernière question qui touche à certains enjeux, notamment de transposition de la directive européenne qui vise à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les grandes entreprises. C'est un sujet que nous avons plusieurs fois abordé dans nos travaux de commission. Le taux du nouvel impôt proposé, on le sait, a été fixé au niveau mondial à 15%. Comment ce taux va-t-il s'articuler avec l'impôt sur les sociétés, dont le taux est, lui, actuellement à 25%? Et surtout, peut-être, puisque nous sommes au moment d'étudier le PLF, en tous les cas en commission, quelles sont les estimations du gouvernement quant aux recettes fiscales que cet impôt pourrait produire en France? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Comme vous le voyez, messieurs les ministres, rien ne vaut une bonne séance de rentrée pour avoir un nombre de questions significatives, à la fois du rapporteur général, et puis vous verrez, je crois que tout le monde ne prend pas la parole, mais on n'est pas loin quand même, donc ça va être bien. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de répondre au rapporteur général sur toutes les questions pertinentes qui viennent d'être posées. Je partage votre avis sur l'impôt sur les sociétés et sur la TVA, mais il se trouve que tout le monde veut la TVA. Donc effectivement, une des évolutions sur laquelle on peut s'interroger depuis plusieurs années, c'est que la part de recettes de TVA qui revient à l'État est maintenant tout juste à 50%, la moitié. Mais quand on supprime la taxe d'habitation pour 20 milliards d'euros, quelle est la compensation que veulent les collectivités locales qui veulent une recette dynamique? C'est de la TVA. Et sur quasiment toutes les recettes, je dis simplement que la TVA étant une recette dynamique, preuve d'ailleurs de la vertu de notre politique économique parce qu'elle crée de la croissance et donc des recettes de TVA supplémentaires, tout le monde veut de la TVA, mais on peut partager effectivement cette interrogation. Ensuite, sur la rigueur, sur l'austérité, je ne suis pas un apôtre de l'austérité. Mais en revanche, je suis un apôtre des comptes publics bien tenus. Et je rappelle, puisque vous avez dit que j'étais un ministre des Finances inoxydable, qu'en 2017 et en 2018, nous avons rétabli nos finances publiques, nous sommes revenus sous les 3% de déficit et nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif, avec des décisions qui étaient des décisions courageuses. On a supprimé, par exemple, tous les emplois aidés. Honnêtement, ce n'était pas une décision facile. On a pris un certain nombre de décisions structurelles qui nous ont permis de revenir sur les 3%. Et j'invite, je vais y revenir, la majorité et tous ceux qui partagent cet objectif de rétablissement des finances publiques à faire des propositions pour revenir sous les 3% de déficit public en 2027. Mon objectif, donc, n'est pas l'austérité, c'est d'avoir de la dépense publique bien employée et une dépense publique qui augmente moins vite que l'inflation. C'est ça l'objectif. Et avoir un niveau de prospérité qui augmente plus vite que la dette. Ce n'était pas débaisser la dépense pour baisser la dépense, c'est employer bien l'argent des Français et s'assurer que la dépense publique n'augmente pas plus rapidement que l'inflation. Moi, j'observe, puisque vous avez fait preuve de malice, je vais faire preuve d'un tout petit peu de malice, que dans votre famille politique, dans le fond, il y a deux camps. Il y a ceux qui nous disent qu'il faut rétablir les finances publiques, mais qui ne cessent de proposer des dépenses supplémentaires. J'ai entendu certains qui me disaient qu'il faut supprimer la TVA sur les carburants, 10 milliards d'euros. D'autres qui proposaient de faire une remise sur les carburants, comme on l'a fait l'année dernière, sur proposition du groupe LR à l'Assemblée nationale, je le rappelle, ça coûte 12 milliards d'euros. Et puis il y a ceux, en tête Bruno Retailleau, le président du groupe LR, et le président du Sénat, dont je salue évidemment dans cette maison la sagesse, qui immédiatement ont dit « ben non, c'est pas possible ». Moi, je me range plutôt du côté de Bruno Retailleau et de Gérard Larcher, à considérer que faire des remises générales sur les carburants, c'est une triple erreur. Mais nous l'avons commise sur proposition du groupe LR à l'Assemblée nationale. Je suis obligé de le noter. Mais je suis obligé de le reconnaître. Moyennant quoi, je le redis, c'est une triple erreur. C'est une erreur pour notre finance publique, puisque ça coûte trop cher. C'est une erreur
pour le climat, parce que ça revient à subventionner les énergies fossiles. Et puis c'est une erreur géopolitique, puisque nous savons que la Russie, comme l'Arabie saoudite, ont pris la décision de réduire le volume de production de pétrole et de faire augmenter les prix. Et que par conséquent, selon toute vraisemblance, les prix du baril se stabiliseront ou augmenteront au-dessus du niveau actuel de 85 $ le baril dans les mois à venir. Donc, entraîner nos finances publiques dans un puits sans fond, qui est celui de la remise sur les carburants, et entraîner nos propres compatriotes dans cette voie-là, c'est totalement irresponsable. Il faut aider ceux qui travaillent, j'y reviens, c'est l'ICT, et il faut accélérer l'indépendance énergétique de la France, qui passe par le déploiement du véhicule électrique, par des solutions alternatives, par les biocarburants pour les agriculteurs. Je sais bien que tout cela prend du temps et qu'il y a un problème de délai entre la solution immédiate qu'on apporte et ce que peuvent se payer les contribuables. Mais quand on met par exemple sur pied la possibilité d'avoir un leasing à 100 € dès le 15 novembre, sans apport initial, mais c'est une solution. Quand on accélère le déploiement des bandes de recharge rapide, c'est une solution. Quand on développe les bandes de recharge rapide, y compris dans les stations rurales, c'est une solution. Et je préfère investir de l'argent là-dessus pour que nous soyons indépendants. Indépendants. Je pense que tous ici, nous avons compris qu'être pieds et poings liés à l'Arabie saoudite et la Russie en matière de production de pétrole est une folie. Et que mettre de l'argent public là-dedans est une folie. Ce n'est pas facile à faire comprendre. Je sais à quel point c'est dur pour nos compatriotes, mais je pense qu'il est indispensable de tenir cette ligne. Sinon, on jette l'argent public par les fenêtres ou on le met dans les mains de M. Poutine ou de Mohamed Ben Salman. Ça ne me paraît pas un très bon emploi de l'argent public.